Bonjour à tous, dans ce quatrième webinaire, un webinaire qui vient clôturer une série de 4 webinaires destinés à vous faire découvrir l'agroforesterie dans les Hauts-de-France. Ces webinaires ont été réalisés par la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France et s'inscrivent dans un projet nommé Transagroforest, un projet qui a pour objectif de mettre en lumière des systèmes agroforestiers en Hauts-de-France et en Wallonie. Dans les 3 précédents webinaires, on a évoqué des témoignages d'agriculteurs, des prises de vue également des fermes. Pour cette ferme-là, on n'aura pas de témoignages d'agriculteurs qu'on n'a pas réussi à avoir à temps, mais on a, comme pour la ferme précédente, quelques prises de vue qu'on visionne maintenant. Le GAEC de la Petite Prée est une exploitation en agriculture biologique depuis 2002. Sur cette exploitation, on a à peu près 115 vaches laitières avec 30 génisses par an, une quinzaine de bœufs par an et 100 brebis Texel de plein air. L'assolement, il est réparti entre les prairies permanentes, les prairies temporaires et 35 hectares de céréales, dont 15 hectares de blé panifiable en contrat. Vous voyez ici les haies libres qui sont disséminées dans les prairies pour constituer le bocage. Ces haies, elles ont été implantées en 95 et dans les années 2000. En tout, sur l'exploitation, on a plus de 8 km de haies. Elles ont plusieurs fonctions, on en parlera juste après. Elles protègent les animaux des fortes chaleurs, mais également des vents violents et des pluies. Elles permettent aussi de produire du bois pour chauffer l'agriculteur. Voilà pour ces prises de vue, ce tour d'horizon de la ferme. On peut retracer tout de suite un petit peu la fermoscopie du GAEC de la Petite Prée qui est située à Archon, dans l'Aisne. C'est un système bocager en agriculture biologique depuis 2002, avec une surface agricole utile de 195 hectares, qui est notamment orientée vers les prairies permanentes et les prairies temporaires. Sur cette exploitation, on a 115 vaches laitières, 15 bœufs et 100 brebis, avec en tout plus de 8 km de haies bocagères qui ont été implantées en 95 et dans les années 2000, avec une composition en aubépine, cornouiller, robinier, du chêne, merisier, saule des chèvres, du charme et du noisetier, entre autres. Donc elles ont été implantées, comme je le disais, en 95 et dans les années 2000 pour maintenir les talus en fait qui s'étaient effondrés et le sol s'est retrouvé dénudé et complètement érodé, emporté en contrebas de la route, sur la route. De ce fait, c'est à partir de ce moment-là, sur tout cet événement sur la ferme, que l'agriculteur a décidé d'implanter des haies. Donc les haies, elles étaient là pour répondre à une demande qui était notamment orientée érosion. On verra que les haies sur cette exploitation, elles ont d'autres fonctions. Elles ont été choisies donc pour limiter l'érosion, apporter de la biodiversité, mais également pour offrir une protection aux animaux et pour produire du bois. On s'intéresse tout de suite à la première fonction qui est la limitation de l'érosion. La haie, elle permet de limiter l'érosion de 3 manières différentes. On a d'abord la haie qui permet de ralentir les ruissellements. Elle permet aussi de retenir les sédiments et le système racinaire des arbres favorise l'infiltration de l'eau au pied de la haie. Comme on le voit sur cette figure ici, les différents troncs qui sont représentés par les cylindres ici, donc ça pourrait représenter en fait une haie type sur l'exploitation, elle diminue la vitesse d'écoulement entre ce qui arrive de la pente et ce qui ressort de la haie.
Elle constitue en fait un obstacle perméable aux écoulements, ce qui provoque une réduction des vitesses d'écoulement. Et selon le nombre de tiges qu'il y a dans la haie et l'ancienneté de la haie, ça va plus ou moins réduire la vitesse d'écoulement et de l'eau qui sera plus ou moins importante. La haie, elle participe également à piéger les sédiments. Et ça, c'est directement lié en fait à la diminution de la vitesse de ruissellement. On peut dire que globalement, l'efficacité des haies en termes de taux de sédimentation, en termes de ce que la haie peut piéger en sédiment, elle est comprise environ entre 74 et 98%. Donc ça, c'est pour le taux de sédimentation au pied de la haie. En plantant des haies qui sont également perpendiculaires aux axes de ruissellement, la haie, elle participe à casser le ruissellement et elle en absorbe une partie. À titre d'exemple, un sol limoneux labouré, il permet d'absorber 1 mm d'eau par heure, alors qu'une haie est capable d'absorber en moyenne 300 à 500 mm par heure. Voilà, la haie, elle joue un rôle dans la limitation de l'érosion, mais elle joue également un rôle sur l'exploitation pour apporter de la biodiversité et la maintenir. On a le contexte phytosanitaire actuel dans l'agriculture qui pose clairement la question d'un retour des éléments naturels au sein des parcelles pour rééquilibrer l'écosystème. Et certains paramètres de la haie sont des paramètres clés pour améliorer la biodiversité. On a d'abord la structure de la haie. Ici, on a des haies avec des arbustes et des arbres de Auger qui montent parfois jusque là, c'était jusque 6 mètres, et qui favorisent la diversité des espèces qu'on rencontre sur la parcelle. Ça, c'est pour la structure de la haie, mais on a également la composition de la haie avec des essences qui sont locales et qui permettent de ne pas rompre avec les essences qui sont déjà présentes sur le territoire. En plus de ça, les haies qui sont présentes sur cette exploitation sont des haies de feuillus, et les feuillus contiennent naturellement plus de diversité, plus de biodiversité que les haies de résineux. En plus de ça, les haies ici sont couplées à des prairies, ce qui a forcément un vrai paradis pour les insectes, pour les oiseaux et le petit gibier. Donc grâce aux haies, l'environnement agricole qui est souvent appauvri en biodiversité, il peut ainsi devenir un lieu où la chaîne écologique se restaure. Et en plus de ça, ici on a des prairies, donc c'est vraiment un paradis pour la biodiversité. Et tout ça, ça crée un système qui est vraiment cohérent avec le label en bio. Voilà, donc c'est un lieu où il fait bon vivre pour la biodiversité, mais c'est aussi un lieu où il fait bon vivre pour l'agriculteur et pour les animaux. Une des fonctions recherchées lors de l'implantation des haies, c'était aussi de protéger les animaux du vent, de la pluie, mais aussi des fortes chaleurs. Une haie, ça casse le vent et ça crée un microclimat au sein de la parcelle, un microclimat qui est favorable au bien-être des animaux. Avec les fortes chaleurs qu'on a eues ces derniers étés, l'ombre de la haie, elle est clairement appréciée des vaches et en plus, elle permet d'améliorer le bien-être. Mais pas seulement le bien-être, elle permet aussi d'améliorer la production de lait. En fait, on évalue le bien-être des bovins grâce à un indicateur de stress thermique qui s'appelle le THI. Donc, c'est un index qui prend en compte la température et l'humidité de l'air et qui dépend vraiment de ces données journalières-là en température et en humidité. Et en fonction de ces données-là, on va calculer l'indicateur de stress thermique, donc le THI. On estime que une valeur de THI qui est de 68 chez les vaches laitières, qui est au-delà de 68 chez les vaches laitières, c'est la valeur seuil au-dessus de laquelle la vache est en stress thermique. Globalement, un THI de 68, ça équivaut à peu près à des températures qui sont au-delà de 24 degrés pour des taux d'humidité de l'air qui sont au-delà de 50%. Et ces conditions de stress, outre le dommage psychologique qui est causé à l'animal, en fait, ce sont de véritables freins à la production de lait. Et plus la température et plus l'humidité sont élevées, plus la production de lait, elle va être impactée. On estime à peu près entre 1 et 4 litres de lait par jour et par vache perdu lorsque la température et l'humidité dépassent 24 degrés et 50% d'humidité.
Les haies vont participer justement, grâce au microclimat qui est créé, à faire diminuer cette température. Et en plus de la protection qui est assurée aux animaux, la haie, elle s'inscrit dans l'exploitation, elle permet de diversifier les sources de revenus. On parle souvent de l'échelle de temps en agroforesterie pour produire du bois. On dit souvent qu'il faut attendre 50 ans avant d'avoir du bois d'œuvre. Mais ici, on n'est pas sur une logique de bois d'œuvre, on est sur une logique de bois plaquettes et de bois bûche pour se chauffer. Et donc, on n'est pas dans le cas où il faut attendre 50 ans pour bénéficier d'une production de bois. La production de bois plaquettes, donc ici on parle de plaquettes bocagères, et de bûches, elle est ici destinée à l'autoconsommation pour l'agriculteur, mais aussi il y a une petite revente à la ferme. On est sur le cas de haies ici qui ont un potentiel de production de 10 à 20 MAP par an et par kilomètre. Un MAP, c'est l'unité qui est choisie pour décrire le bois plaquette. Donc un MAP, ça veut dire mètre cube par an, et ça fait à peu près 330 kilos de bois déchiqueté. Vous avez les équivalences ici sur la droite. C'est à peu près 3/4 de ster. Ça équivaut à 220 kilos de granulés pour générer une énergie de 1000 kWh, ce qui équivaut à 100 litres de fuel et à peu près 88 mètres cubes de gaz naturel. Donc là, vous avez des équivalences pour chauffer une maison, par exemple. L'avantage vraiment de travailler cette haie sous forme de taillis, ça permet de récolter tous les 15 à 20 ans avec un recépage des arbustes et l'élagage des arbres, mais l'agriculteur collecte aussi du bois déchiqueté avec la taille latérale des arbres tous les ans. Une fois que le bois est récolté, il le broie et il le laisse sécher à peu près 6 mois en tas recouvert d'une bâche ou dans un bâtiment. Donc l'utilisation en fait d'une chaudière à bois plaquette, ça présente quand même de nombreux avantages par rapport au bois bûche, comme par exemple la plaquette déjà, voilà, ça prend à peu près 10 fois moins de temps de fabrication que la bûche. Et en plus de ça, la chaudière au bois plaquette, elle n'a pas besoin d'être alimentée manuellement, puisqu'en fait, il y a une vis sans fin qui vient alimenter de manière automatique la chaudière. En plus, on a un rendement de combustion qui est supérieur à 85% et le rabonnage des tubes de fumée, l'extraction des cendres, c'est des processus automatisés qui limitent les opérations de maintien. Bien qu'il faille toujours effectuer la vidange du cendrier tous les mois pendant l'hiver. Donc les chaudières à plaquettes, elles ont à peu près une puissance qui varie entre 20 kW et 1 MW. C'est des chaudières qui sont onéreuses à l'achat, mais qui sont rapidement amorties, donc à peu près sous 5 à 7 ans, parce que les plaquettes coûtent vraiment pas cher. C'est l'énergie qui est sans doute la moins chère à produire. Vous le voyez sur ce petit graphique ici en bas, où en fait le bois déchiqueté, c'est l'énergie qui coûte le moins cher au kilowattheure. Et qui en plus n'émet pas de CO2. À titre d'exemple, pour une superficie à peu près de 530 mètres carrés, il faut compter à peu près 20 MAP secs, donc sec ça veut dire en dessous de 30% d'humidité, dans notre région. Sur cette exploitation, on pourrait maintenant parler aussi des contraintes qui sont liées aux haies. Et parmi ces contraintes, on a l'investissement initial et ensuite on va parler du dégât qui peut être causé par le bétail sur les haies, comment mieux les protéger. Au niveau de l'investissement initial, on a des aides financières en Hauts-de-France donc qui permettent d'alléger en fait les coûts de plantation. Donc en réalité, en 2016, on a l'ouverture de la mesure 8.2 qui propose des aides financières à l'installation et à l'entretien de systèmes agroforestiers dans les Hauts-de-France. Ça équivaut à des aides qui sont à peu près de 80% des coûts éligibles. Et ces coûts éligibles,
En fait, ils représentent donc les fournitures, tout ce qui va être plants, paillage biodégradable, les mesures de protection des plants, les semences également pour la bande enherbée, des perchoirs, enfin uniquement en système de culture dans la limite de 2 perchoirs par hectare. Voilà pour ces coûts éligibles. Il y a également les travaux qui sont éligibles. La préparation du terrain, la plantation, la pose des protections, les tuteurs et les perchoirs, comme je le disais. Le semis pour la bande enherbée, c'est pareil. Tous les travaux de semis sont des coûts éligibles. Si les travaux sont auto-réalisés, la main-d'œuvre elle ne pourra pas être prise en charge conformément à l'application de la réglementation européenne. Voilà pour ces aides financières. Il y a également aussi les frais généraux de conception du projet, si c'est réalisé par un prestataire externe. Et dans ce cas-là, l'aide est plafonnée à peu près 30% du montant hors taxe des dépenses matérielles. Voilà pour ces informations quelque peu réglementaires. On peut parler également maintenant du dégât qui est causé par les animaux sur la haie. On a différents types de détails. En fait, on l'a dit, les arbres protègent les animaux des aléas climatiques, mais il faut également prendre en compte le fait qu'il faille protéger les arbres des animaux. Et ça, surtout les premières années quand les arbres sont jeunes. Pour faciliter la reprise des plants d'arbres après le repiquage et lorsque ceux-ci sont implantés vraiment au contact des animaux, mieux vaut se prémunir des dégâts en équipant les plants de protection. Donc ça, on en parle juste après. Le type de dégâts qu'on peut avoir sur les arbres, donc on a l'abroutissement. Donc ça, c'est des dégâts qui peuvent être surtout causés par les bovins. On a après l'écorçage et poussée et frotture. Voilà, les poussées et frottures, là, ça concerne surtout les vaches, mais aussi les moutons, alors que l'écorçage, ça concerne surtout les chèvres et les équidés, donc c'est du bétail qu'on n'a pas sur l'exploitation qu'on présente ici. Mais l'abroutissement, ça concerne également les vaches. C'est des dégâts qui sont alimentaires, mais c'est des dégâts qui peuvent être également comportementaux et qui varient en fonction du type d'animal et du type de race. Pour lutter contre ces dégâts-là, on a 2 types de protections. Les protections mécaniques individuelles. Alors ça, c'est un dispositif qui est vraiment placé autour de l'arbre et au niveau de la partie du plant qui peut être susceptible d'être attaquée. Donc un exemple de ces protections mécaniques individuelles, ça peut être ici comme les 3 piquets avec un latis de bois. On a également des fois des gaines autour du plant qui sont un peu moins efficaces toutefois. Et le deuxième type de protection qu'on peut avoir sont les protections mécaniques globales. Là, ça permet vraiment d'exclure le bétail de la haie. C'est par exemple un grillage ou des barbelés ou une clôture électrique. Et ces protections, par contre, elles engendrent quand même un coût supplémentaire, mais comme on l'a dit juste avant, ces protections peuvent être prises en charge à hauteur de 80% par des aides. Voilà pour cette courte présentation. Ce qu'on peut retenir, c'est que oui, l'agroforesterie soulève des interrogations, mais l'agroforesterie dans les prairies, c'est clairement possible. On voulait montrer avec cette série de webinaires que quel que soit le système d'exploitation, l'agroforesterie peut s'adapter et peut venir proposer des solutions, des alternatives, et finalement que l'agroforesterie, c'est également compatible avec la mécanisation. Si vous aussi, vous avez des questions, des envies d'agroforesterie, vous pouvez contacter les experts qui figurent ici à l'écran. Vous avez Régis Vartel pour la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France, Amélie Pot-de-Cerf pour la Chambre d'agriculture de l'Oise, Alice Dufossé pour la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez aussi vous rendre sur www.transagroforest.eu et on passe tout de suite à un temps d'échange de questions-réponses. Ou profitez-en vraiment pour poser vos questions à Régis Vartel dans le chat. On commence tout de suite. Bien, bonjour à tous. Donc, Régis Vartel, la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Merci de nous avoir rejoints sur ce 4e webinaire qui est fait dans le cadre du projet Interreg Transagroforest avec
donc projet Interreg qui est à cheval sur les Hauts-de-France et puis la Belgique et notamment toute la frontière wallonne. Sur l'agroforesterie, en fait, donc toutes les configurations d'arbres possibles en agriculture, que ce soit en élevage, là, comme au cours de ce webinaire, mais aussi en grande culture. Donc, on a une fenêtre de webinaire qui est assez limitée en temps, donc probablement que vers 14h35 à peu près, on risque d'être coupé de façon un petit peu abrupte. Donc, vous avez Justine va vous mettre les contacts dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter effectivement par mail pour poursuivre les échanges par rapport à vos questions, mais aussi si vous avez des projets d'agroforesterie. On est là effectivement pour vous accompagner, tant en termes de conseils que éventuellement de montage de dossiers administratifs et financiers, sachant que de part et d'autre de la frontière franco-belge, il y a des aides qui sont disponibles. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Alors, je vais essayer de prendre les questions un petit peu dans l'ordre du chat, continuer à en rajouter. Donc, la biodiversité, en fait, alors pas forcément sur la ferme que vous avez vue là au webinaire, mais sur d'autres parcelles, d'autres exploitations agricoles. On a fait beaucoup de travaux de suivi de biodiversité, notamment d'espèces auxiliaires et pollinisatrices. Et ce qu'on a pu montrer, en fait, par le biais de ces travaux dans le cadre de projets nationaux, c'est qu'en fait, on favorisait toute une pyramide écologique. Effectivement, dans le chat, on parle de la haie qui est un écosystème. C'est effectivement le cas. Donc, on va favoriser vraiment une pyramide écologique. Ça va partir d'une flore diversifiée jusqu'à effectivement des insectes. Et puis, toute la pyramide écologique, on peut monter jusqu'à des mammifères, des oiseaux, etc. Donc, ce type de pratique favorise aussi bien les espèces, on va dire, généralistes, évidemment, mais aussi les espèces spécialistes, et pour certaines qui sont très rares ou voire protégées. Par exemple, sur les espèces de carabes, des coléoptères, dont beaucoup sont auxiliaires en grande culture. On a pu montrer en fait plus d'une centaine d'espèces différentes de carabes sur les parcelles qu'on suivait. Et parfois, les espèces qui étaient très très rares, on veut pour preuve quelques espèces qui n'étaient pas connues en fait au niveau des faunes du département. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de naturalistes qui avaient effectivement fait de publications dessus, mais en tout cas des espèces très très rares aussi qui peuvent être favorisées par ce type de pratique. Donc les haies, mais aussi les pratiques connexes en agriculture, donc la limitation des produits phytosanitaires pour aller éventuellement jusqu'au bio quand c'est possible, et puis la réduction du travail du sol quand on peut aussi. Donc vraiment, c'est toute la pyramide écologique qui va en profiter. Alors la mise en place de haies, oui, en fonction du territoire, effectivement. Donc globalement, dans tous les systèmes agricoles de la région, en fait, les haies, les arbres peuvent effectivement être implantés. Il y a quelques situations où il faut être particulièrement effectivement prudent, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a une situation, on va dire, technique qui est la production d'épinards, où effectivement l'industrie agroalimentaire qui va récolter les épinards ne veut pas récolter de feuilles parce que le consommateur effectivement n'aimerait pas trop ça, pas de feuilles d'arbre. Donc du coup voilà, là il y a un petit peu une difficulté par rapport à ce système-là, mais les épinards c'est pas non plus la culture majoritaire sur la région. Et puis effectivement dans les parcelles, alors en polder ou ailleurs, mais dans les parcelles qui sont drainées, on peut planter. Mais évidemment, il faut être très très prudent par rapport aux drains. Il ne faudrait pas que les racines poussent effectivement dans les drains. Donc là, il faut savoir très précisément où sont les drains si on veut planter. Voilà, donc des outils effectivement, oui, cités en Belgique pour amener un petit peu du conseil sur les haies, aider un petit peu à faire des choix. Donc on a aussi ce type d'outils du côté du versant français. On a des outils effectivement en ligne. Après, je pense que la discussion et nourrir le projet avec un conseiller de l'accompagnement, c'est quand même ce qui est le plus souhaitable. Alors, question sur les coûts économiques des plaquettes. Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du coût énergie. Effectivement, plaquettes bocagères, surtout par rapport aux plaquettes forestières, c'est souvent le cas parce que les volumes de production ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, maintenant, le bocage, c'est aussi une énergie qui existe. Donc, on peut durablement récolter le bocage. Évidemment, ça repousse après. S'il n'est pas question d'arracher les haies ou les arbres, on va les recéper ou avoir une conduite en arbre tétard, par exemple.
Donc les arbres sont en place, par contre on va exploiter effectivement une partie de la production aérienne. Donc là, moi j'ai pas les coûts exacts en tête. Il faut savoir que sur l'exploitation de Monsieur Villain, il y a tout un système en fait en avenois et TRH, hein. Donc au moins côté français, je ne sais pas exactement ce qui se passe là-dessus au niveau belge, mais tout un système effectivement de filière, hein, bois énergie qui est mis en place. Alors avec beaucoup d'autoconsommation par les agriculteurs, au niveau des communes aussi sur des chaufferies collectives, et puis effectivement un petit peu de vente. Alors il faut savoir que le coût de l'énergie et du bois énergie, il est quand même souvent indexé sur le coût effectivement du baril de pétrole. Et que là, bon, depuis effectivement quelques années, le coût de l'énergie pétrole, du baril de pétrole, n'est pas forcément si cher que ça. Voilà, donc économiquement, bah, le bois énergie, je dirais quand il y a du bois disponible, autant effectivement exploiter, ça rapporte un peu, mais c'est effectivement pas la panacée. Par contre, on a les agriculteurs qui sont autonomes en énergie, enfin en tout cas pour se chauffer. Et donc ça, c'est effectivement quand même très très intéressant actuellement et aussi probablement dans l'avenir. Donc, prestataires régionaux spécialisés dans la plantation d'agroforesterie, ben, au niveau des champs d'agriculture, hein, donc sur les Hauts-de-France, effectivement, on accompagne hein, les projets de plantation, donc que ce soit de la haie, alors en bocage ou en culture, que ce soit de l'agroforesterie qu'on va appeler intraparcellaire hein, pour faire du bois d'œuvre en grande culture, par exemple. On a aussi des projets en maraîchage. On a aussi, avec les collègues des différents départements, on montait aussi des dossiers, notamment sur des parcours à volailles, hein, poules pondeuses en bio ou en label. Donc voilà, aussi bien sur le volet technique que le montage administratif et financier des dossiers d'aide hein, qui sont aidés à 80% actuellement avec des aides régionales et européennes. On est là effectivement pour vous accompagner, on a une certaine pratique. Voilà, n'hésitez pas effectivement à vous tourner, vous avez les contacts hein, dans le chat, à vous tourner vers nous, à contacter vos chambres d'agriculture. Les chambres donc de l'Aisne et de la Somme ne sont pas partenaires de ce projet Interreg, mais on travaille avec les collègues hein, qui montent aussi des dossiers dans ces départements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur transagroforest.eu. Voilà. Alors, ouais, la belle bas carbone est mise en place de haies. Alors, effectivement, c'est des choses qui sont en train de progressivement se développer. Hein. On est en train de voir, donc là, j'allais dire au niveau national, hein, voir un petit peu comment on peut valoriser effectivement les arbres, les haies, notamment par rapport au stockage du carbone, avec des démarches de crédit carbone donc, qui se mettent en place progressivement. Donc ça, c'est toujours un bénéfice aussi hein, pour l'agriculteur d'avoir son surcoût effectivement d'implantation, voilà, d'entretien, etc., qui peut être compensé pour partie par des crédits carbone. Donc il y a une démarche label bas carbone qui est en train de se mettre en place plutôt effectivement pour les haies. On est en train de travailler au niveau national, hein, au niveau des chambres d'agriculture avec d'autres partenaires aussi, pour avoir un peu cette même stratégie, je dirais, stockage carbone par rapport à de l'alignement intraparcellaire. Voilà, donc c'est des choses effectivement qu'on veut développer. Voilà, on travaille sur la valorisation aussi au niveau des aides de type mesure agroenvironnementale. Hein. Donc vous avez des aides à la plantation et on est en train de voir comment on peut aider effectivement par rapport à du stockage carbone, peut-être par rapport à de futurs paiements pour services environnementaux hein, sur d'autres aménités comme la biodiversité, le paysage, les préventions de l'érosion par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le levier économique, il est évidemment important. Hein. Donc, l'agroforesterie, ce n'est pas que de l'économie, mais c'est aussi ça. Et c'est évidemment important pour les agriculteurs. Voilà, je pense qu'on va bientôt être coupé. Si vous avez encore quelques questions. Donc certifié effectivement bois renouvelable, il y a des certifications, hein, donc tout ce qu'on appelle le plan de gestion durable des haies. Donc les certifications effectivement, donc les outils sont en train de se mettre en place au niveau national. On est en train de voir au niveau des chambres d'agriculture donc comment on pourrait les développer. Donc d'abord là où il y a le plus d'arbres, hein, donc globalement plutôt dans les secteurs quand même bocagers ou les secteurs d'élevage. Mais on a aussi, vous avez peut-être vu dans les précédents webinaires, hein, des fois des exploitations en grande culture
dans des territoires où il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres, mais ces exploitations ont pu planter plusieurs kilomètres, hein, jusqu'à 10 kilomètres ou plus de haies. Donc là, les valorisations, effectivement, labels, les valorisations économiques, etc., stockage carbone peuvent être très intéressantes. Voilà, il nous reste normalement plus que quelques minutes. Donc je prends encore quelques questions s'il y en a. Et sinon, vous nous les envoyez. Vraiment, n'hésitez pas par mail, hein, n'hésitez pas à nous contacter aussi au niveau des chambres d'agriculture. Pour les auditeurs qui sont côté belge, n'hésitez pas à contacter, hein, donc sur transagroforest.eu. Vous aurez tous les contacts aussi des partenaires opérateurs en Belgique qui travaillent avec nous autour de l'arbre, des arbres, en culture, en agriculture, en élevage. Voilà, donc tous les systèmes agricoles, hein, là, les arbres peuvent trouver leur place et ont beaucoup de services à apporter. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va vraiment coupé très prochainement. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Oui, je suis Luc Gauthier, je n'ai pas su envoyer par écrit. La semaine dernière, j'ai pas su le reportage pour chez moi. J'ai pas eu le son. Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Le son. Alors ouais, bon, il y a dû y avoir un petit souci. Votre vidéo, Monsieur Gauthier, je vous remercie d'intervenir sur ce webinaire. Donc votre vidéo, elle est en montage, hein, vous allez prochainement effectivement la voir, hein. Et donc les webinaires, effectivement, et puis les vidéos, j'en profite pour le dire, hein, vous allez retrouver ça, je pense, d'ici la fin de semaine, hein, sur le site transagroforest.eu. Donc, en tout cas, tous les webinaires et puis les 2 premières vidéos avec interviews montées, donc des 2 exploitations dans le département de la Somme, vous allez retrouver ça en fin de semaine. Et puis vraiment très prochainement, par rapport aux exploitations de M. Gauthier et puis de M. Villain, interviews, images, vidéos, caméra embarquée et caméra drone. Donc tout ça sera sur le site transagroforest.eu. Et on va avoir une collection d'une grosse vingtaine de fermes, hein, au moins 24 fermes, donc à la fois côté français et côté belge, avec voilà, témoignages, prises de vue, vidéos, des petites vidéos, des petits films qui vous présentent la diversité des systèmes agroforestiers qu'on peut rencontrer sur le territoire interrégional. Très bien, merci. Donc, il reste moins de 2 minutes. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Et puis sinon, effectivement, on va couper ce chat, mais n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition. Vous avez toutes nos adresses mail. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous.